Bonjour à tous, bien amis de Zone Franche. Nous sommes dimanche 11 septembre et votre émission s'honore d'accueillir une personnalité charismatique, incontournable du paysage public malien, charismatique prêcheur, dignitaire religieux musulman. L'homme occupe le devant de la scène ouest-africaine avec ses prises de position parfois en désaccord avec les pouvoirs publics et la communauté internationale, bien souvent incompris, mais droit dans ses bottes. Encore en mémoire, le forum de Bamako, l'un des colloques les plus importants en Afrique où l'imam a eu le verbe incisif. Avant d'entrer dans la sphère publique, l'imam Mahmoud Dicko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est d'abord une figure religieuse et populaire du Mali. Depuis 40 ans, il officie dans l'une des plus importantes et grandes mosquées de Bamako, la capitale malienne, pays à plus de 95% musulmans. L'homme a présidé pendant plus de 10 ans le Haut Conseil islamique du Mali, structure de dialogue entre les autorités et les chefs d'organisations religieuses. L'imam Mahmoud Dicko, en séjour au Bénin depuis le 12 août dernier, dans le cadre de l'installation du nouveau bureau de l'Union islamique du Bénin, a à cœur le combat pour la démocratie dans son pays et le retour à la normale dans une sous-région ouest-africaine gagnée par une certaine instabilité politique. Bonjour, Imam Dicko, et bienvenue chez nous. Bonjour. Également au cœur de nos discussions, la situation sécuritaire dans la sous-région avec la montée de l'extrémisme violent. La gouvernance dans les pays de l'Afrique de l'Ouest confrontés à la crise des systèmes politiques. Que propose-t-il pour sortir de la sous-région des désillusions après les coups d'État? 60 minutes pour s'interroger sur la démocratie en Afrique, quelle forme de gouvernance adaptée aux réalités actuelles et comment lutter contre l'extrémisme violent. Wakabali Para, bonjour. Bonjour. Imam Mahmoud Dicko, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Zone Franche. Depuis bientôt un mois, Imam, vous avez un agenda quelque peu chargé qui vous fait déplacer dans la sous-région. On se souvient que le 12 août dernier, vous étiez au Bénin, à Boycon plus précisément, pour une opération que j'appelle installation donc, de l'Union islamique du Bénin. Comment les choses se sont déroulées, Imam? Merci bien. Je profite vraiment de votre plateau pour saluer tout le peuple béninois. Encore, je n'ai pas oublié cet accueil mémorable qui m'a été réservé quand je suis venu pour l'installation du président de l'Union musulmane du Bénin. Je profite de cela pour aussi remercier mon frère et cadet, l'honorable Saleh, Issa Salifou, oui. Issa Salifou, que j'ai connu il y a plus d'une décennie. Je l'ai connu pendant que j'étais président du Haut Conseil islamique du Mali, où lui-même a passé pour venir là-bas et nous avons collaboré ensemble pour l'installation de Sunna TV Savannah au Mali. C'est ça. Et depuis lors, nous avons vraiment gardé de très bonnes relations. Et chaque fois qu'il va en mission au Mali, il passe me voir. Et ça a créé une grande sympathie entre nous. Et c'est lui qui m'a fait le privilège, en réalité, de m'inviter à l'installation du président de l'Union islamique du Bénin. Bien sûr, j'ai été invité, mais pas le seul. Il y a aussi le premier vice-président du Haut Conseil islamique du Mali qui a été invité, le directeur de Sunna TV Savannah qui a été invité, et d'autres invités de la sous-région. J'ai été agréablement surpris quand je suis venu ici, la ferveur religieuse, l'ambiance dans laquelle les gens étaient. Et quand j'ai été à Boycon, ça a été encore une découverte pour moi. C'est là-bas que je rencontrais non seulement cette ferveur religieuse, mais aussi une grande communauté de Peuls de la sous-région qui sont établis là-bas, qui vivent en parfaite... voilà, vraiment, que j'ai vu des gens intégrés qui vivent, j'ai vu même des compatriotes qui viennent de chez moi, que j'ai rencontrés à Boyko. Je ne pouvais pas m'imaginer que ces gens-là étaient là, mais j'ai vu que tous les peuples de la sous-région, presque, sont établis dans cet endroit. Il y a une forte communauté malienne au Bénin. Une forte communauté au Bénin, mais une forte communauté Peul aussi, que j'ai rencontrée à Boycon. Non seulement du Mali, mais aussi de la sous-région, du Burkina, du Sénégal, un peu partout. Et ça a été vraiment pour moi une découverte. Et je salue encore une fois l'honorable qui m'a permis de rencontrer ses compatriotes, de rencontrer aussi ses frères de la sous-région et partager avec eux beaucoup de choses qui m'ont donné l'idée. Aujourd'hui,
de justifier ce second voyage. L'idée en réalité est partie de là-bas. Quand je rencontre cette forte communauté Peul, j'ai compris qu'il y a un besoin. Parce que là-bas, je me suis exprimé en Peul. J'ai parlé avec les gens, j'ai fait un discours dans ça. J'ai vu le besoin aujourd'hui de parler avec cette communauté dans sa langue, de m'adresser à cette jeunesse, la jeunesse de cette communauté d'ailleurs qui s'étend du Sénégal au corne de l'Afrique. Donc il y a vraiment une jeunesse importante, une frange de cette jeunesse africaine qui a besoin d'être écoutée. Vous l'avez dit, il y a eu ce besoin de vous adresser à cette jeunesse Peul, ce besoin qui va se manifester par la création d'une télévision. On va en parler vers la fin si vous permettez. Okay. Mais vous avez tenu des propos à cette union, à cette installation-là. Qu'avez-vous dit concrètement, Imam Mahmoud Dicko? Écoutez, moi, je dis ce que j'ai appris là-bas. Et je vous dis que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de cacher ses émotions ou de dire on sait d'Imam Dicko qu'il est un homme aux déclarations fortes et aux phrases fortes. Non, bon, je dis ce que je pense. Effectivement, lors de cette cérémonie, il y a eu la présence de certains responsables gouvernementaux, politiques, qui ont fait des déclarations. Moi, je ne sais pas qui était qui, mais ce que j'ai appris là-bas sur place, c'est que j'ai repris d'ailleurs, que j'ai dit, séance tenante. L'on nous a dit là-bas que le président béninois est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui parle peu, mais qui agit. J'ai dit, mais si tel est le cas, l'Afrique a besoin d'un tel président. Et aujourd'hui, nous avons besoin des hommes politiques qui parlent peu, qui écoutent beaucoup, mais qui agissent. Ça, voilà ce que j'ai dit. Et ça, je l'ai dit, c'est pas parce que j'ai rencontré le président Talon. Non. Je veux le dire très franchement, parce que j'ai appris des choses que je respecte beaucoup ceux qui l'ont dit, je respecte leur opinion. C'est des gens aussi pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie, pour la justesse de cause que nous partageons. Mais je pense réellement que notre lutte doit être sous-tendue par la vérité. Et ce que j'ai appris, qui m'a quand même surpris, c'est de dire que j'ai rencontré le président Talon, qu'on est en train de faire je ne sais quoi. Ben, je préfère vraiment le dire très franchement. Je suis vraiment désolé de dire que ça n'a jamais été le cas. Je vais vous dire quelque chose concernant les Français, et je le dirai aujourd'hui. Depuis le changement au Mali, que c'était le 18 août 2020, tout à fait, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai jamais rencontré un responsable français. Aucun. C'est pourtant dit de vous que vous êtes manipulé par la partie française. Mais sur les réseaux sociaux, on a lu, et pour ne pas citer Femi Seba qui estime que Imam Dicko est manipulé par la France. Cette manipulation, moi je ne sais pas. Moi je n'ai pas été... Je ne suis pas quelqu'un de manipulable. Ça je vais vous le dire. Et je n'ai pas rencontré un responsable français. Aucun. J'ai mis quiconque au défi. Je le dis sur des plateaux, je n'ai jamais rencontré un responsable français depuis les événements. Il n'y a pas eu de contact que vous avez peut-être refusé? Aucun contact. En tout cas, pour moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas ce que les autres misotent ou ce qu'ils pensent dans leur... Ça, je ne peux pas gérer ça. Mais je dis personnellement que je n'ai rencontré aucun responsable français. Aucun. Officiel ou officieuse, non. Je peux le dire, je l'affirme. Mais le président Talon, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je pense aussi qu'il ne me connaît pas. Peut-être à travers les médias. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé. Jamais de ma vie. Jusqu'au là où je suis en train de vous parler, je ne l'ai pas parlé. Est-ce que finalement l'imam Dicko n'est pas incompris? Ben écoutez, compris ou n'est pas compris, enfin, je suis venu ici dans un cadre bien déterminé, mais transformer ça maintenant pour dire que je suis je sais pas, en contact avec le président Talon, je suis en contact avec X et Y, ça, je trouve ça quand même un peu grave. Est-ce que votre statut aujourd'hui de leader religieux, de quelqu'un qui prend une part active dans le développement de son pays, est-ce que ça ne fait pas de vous quelqu'un vers qui les politiques convergent? Bon, écoute, c'est peut-être il y a ça aussi, parce que je suis quand même
religieux d'abord. Déjà, je suis religieux, je le suis, c'est ça mon statut. Je ne suis pas d'autre. Je ne suis pas un politique, je ne suis pas leader d'opinion comme d'autres le disent. Je suis un dignitaire religieux. Et c'est ce que je sais faire, c'est ce que je suis, c'est ce que je réclame. Mais vous avez une certaine influence dans le monde politique. Bon, j'ai côtoyé ce monde politique parce que tous ces changements depuis la révolution de 91 jusqu'à aujourd'hui, je suis là. C'est ça. Il se trouvait que j'étais déjà responsable dans les structures religieuses, donc je jouais un certain rôle de médiation, d'interposition entre les groupes politiques et les gouvernants. J'ai eu vraiment à côtoyer le monde politique, la sphère politique, par ce canal. Et qui fait que je suis quelqu'un qui les connaît et qui me connaissent aussi. Oui, mais avant vous, Imam Dicko, avant vous, il y a quand même des leaders religieux aussi, même s'ils ne sont pas musulmans, qui ont pris une part active dans la consolidation de la démocratie dans le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit dans une interview, vous avez dit, ce que je sais faire le mieux, c'est faire prier les gens. Est-ce qu'en faisant ainsi, vous ne devenez pas quelqu'un vers qui tout le monde vient pour prendre conseil, pour voir comment on gère le pays? Vous ne devenez pas, comme par ce fait-là, un leader qui est aux manettes, en fait? Bon, je ne peux pas me qualifier, moi, d'un leader qui est aux manettes, ou non. Mais je suis quelqu'un, quand même, qui, d'abord, est un citoyen malien, qui a vécu les événements, qui a... Les gens qui ont fait la révolution de 91, les acteurs, c'est ma génération, c'est des gens avec lesquels j'ai partagé beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont des collègues à moi, puisque j'ai été aussi enseignant. Je suis enseignant, professeur d'arabe, donc c'est des gens que je connais. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Nous sommes de la même génération, nous sommes de la même époque, et ça fait qu'il y a des liens entre moi et beaucoup de gens. Beaucoup de gens, et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, cette génération montante, c'est des gens que nous avons vu grandir sous nos yeux, qui sont là, avec lesquels nous avons partagé des choses. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un qui est incontournable, quelqu'un que tout le monde doit, par lequel tout le monde doit passer. Non, pas du tout. Aucun homme, fut-il, je ne sais quoi, n'est incontournable dans un pays. Vous faites un moment et vous passez. Alors, Herman disait tout à l'heure que vous êtes un peu incompris parce que vous avez de ces prises de position un peu singulières, aussi bien sur le continent que face à la communauté internationale. Qu'est-ce que vous dénoncez souvent? Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous gêne, Imam? Ben écoutez, je ne suis pas souvent compris, c'est vrai. Comme on le dit, nul ne prophète chez soi. Et généralement, les hommes qui viennent pour essayer de faire le changement ne sont pas compris au début. Et ça, il faut aussi l'accepter, que tout le monde ne peut pas partager votre point de vue et votre vision. Et c'est démocratique, et je suis d'accord pour ça, pour ne pas être compris par tout le monde, parce que c'est la règle de tout. Et jamais, aucun prophète n'a fait l'unanimité. Ça veut dire que vraiment, quelle que soit la justesse de ce que vous défendez, on ne peut pas être mieux que les prophètes. Mais ils ont été persécutés chez eux, et à tel point qu'on donne un truc pour dire que nul ne prophète chez soi. Donc, je n'ai pas été compris souvent, en réalité, par mes compatriotes, par souvent la communauté internationale. Parce que pour moi, il y a un problème, et ce problème-là, il faut accepter d'y aller. Nous traversons aujourd'hui une situation dans ce monde-là. La gouvernance, ce n'est pas seulement dans nos pays ou dans le continent, mais c'est la gouvernance mondiale qui est en cause. C'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, ce qui ne va pas, vous le saviez. L'Afrique est un continent. Est-ce que nous avons droit à la parole? Est-ce que nous avons un veto? Est-ce que nous pouvons refuser quelque chose quand les autres le veulent? Mais comment vous pouvez parler de démocratie dans un contexte où nous, tout un continent, n'a pas le droit de refuser quelque chose quand les autres le veulent? Ils peuvent lui imposer. Et quand il veut quelque chose, si les autres ne le veulent pas, ils peuvent lui en empêcher. Alors, de quelle démocratie parle-t-on? Mais ça veut dire que la gouvernance mondiale, il y a un problème dans cette gouvernance mondiale. Il n'y a jamais eu de démocratie de façon réelle. Il y a toujours eu un rapport de force dans ce monde. Ceux qui sont les plus forts sont toujours ceux qui imposent la réalité. Alors, s'il vous a donné l'occasion de qualifier la démocratie sur le continent, vous direz quoi? Ben écoutez,
le continent aujourd'hui se cherche. Nous sommes dans une situation où on est en train de subir. Le continent n'a jamais pris son destin en main pour fixer le cap, pour dire voilà ce que je veux. C'est les autres qui nous dictent. Et quand ils veulent, ils nous mettent dans un système où tout le monde parle de démocratie, comme la conférence de la Baule, on nous impose des changements. Ce n'est pas des changements qui sont voulus par nous. C'est des changements qui nous ont été imposés. C'est pour cela qu'il y a un problème. Il y a toujours un fossé entre les gouvernants et les gouverneurs. Il y a toujours un problème entre ce peuple qui se cherche dans ses problèmes quotidiens, dans sa misère, et cette élite qui est là, qui se conforme à la volonté de ce que les autres veulent pour faire semblant. Et on fait semblant en Afrique. Et c'est ce qui est grave, c'est ce que je dénonce. Je ne veux pas les hommes qui font semblant. Il faut faire les choses telles qu'on doit les faire. Mais faire semblant parce qu'on se conforme. Vous savez, en Afrique, il y a eu des moments où il y a eu le problème d'ajustement structurel avec la Banque mondiale, FMI, etc. Dans les années 84. Les années 84, on a imposé à nos États certaines positions qu'on a eu à faire. C'est toujours les autres qui nous imposent. Nous avons vécu ça avec tout ce que ça a donné comme crise sociale. Et parce que les entreprises et tout ce que nous avons a été bradé au nom de je ne sais pas. La compression du personnel. Compression du personnel, etc., etc. On a fait ça, on a quitté cela. On nous a imposé maintenant vers 90, 91, la démocratie. Ouais. Mais la démocratie, c'est vrai. La démocratie est universelle. La démocratie n'est pas une marque déposée de quelqu'un. La démocratie, c'est pour l'humanité. Et nous devrons partager cette valeur entre nous, c'est réel. Ça n'appartient pas à d'autres. C'est pour cela, quand je vois même nos élections, pour que ça soit validé, il faut que l'Union européenne, il faut que je ne sais quoi, ils viennent nous donner le critisme pour dire que oui, c'est bien. Mais chez eux, ils font leurs élections, ils ne nous invitent pas. On n'est pas... Alors, comment faire, Imam Mahmoud Dicko, comment faire pour obtenir cette forme d'unanimité ou de cohésion au sein du continent africain pour qu'il y ait, je dirais, des positions fortes face à ceux qui veulent nous imposer, je dirais, des méthodes et des systèmes? Mais bien sûr, c'est pour cela que j'ai été sidéré quand j'ai écouté la déclaration de mon cadet, que j'ai beaucoup respecté, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, et qui est en train de mener un combat que je trouvais noble. Mais quand j'ai été moi-même victime de certains propos qui dénotent d'une certaine, vraiment, incohérence dans ce qui se fait, parce que quand quelque chose n'est pas vrai, et vous le dites demain, vous me mettez à douter de tout ce que vous allez dire après. Parce que moi, je sais que ça, au moins, ce n'est pas vrai, parce que je n'ai pas rencontré le talent, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connais pas. Pas du tout. Alors, même, non, je ne sais même pas son image ici, je peux vraiment la retenir, pour vous dire vraiment, pour parler vrai. Alors, quand l'élite politique africaine, ceux qui gouvernent et ceux qui s'opposent, alors, vraiment, sont dans ce que je vois aujourd'hui, ça me laisse un peu perplexe. Et je deviens un peu pessimiste, malgré que je suis un homme de nature optimiste. Je crois toujours qu'il faut y aller et qu'on va obtenir quelque chose. En Afrique, le problème que nous avions, c'est le problème de l'élite africaine. C'est l'élite qui a failli. Et c'est la faillite de l'élite qui explique la faillite du système africain. Mais on vous dira que l'élite a été formée par un système qui nous a été également imposé. Ben, bien sûr que oui. Puisque nous parlons français, ben, bien sûr que vous oui. Et moi, c'est pas notre langue. Mais tout cela aujourd'hui doit être mis sur table pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui pense qu'il y a des modes, bon, maintenant, bon, on se met, on est contre X, on est contre Y, on n'est pas avec les Français, on n'est pas avec les Américains, on n'est pas avec les Russes, on n'est pas... Non, je pense qu'il faut faire les choses avec beaucoup de méthodes. Beaucoup de méthodes et beaucoup de réalisme. Alors, est-ce que ce n'est pas gênant, Imam Dicko, qu'après plus d'une cinquantaine d'années, plus de 60 ans donc d'indépendance sur le continent, on en soit encore là et qu'on n'ait pas des révolutionnaires qui se réveillent de manière à ce que la situation du continent africain soit améliorée? Ben, vous savez, nous avons eu beaucoup de révolutionnaires que je salue au passage,
qui ont fait beaucoup de choses pour leur pays. On travaille très vite à éliminer. Mais bien sûr, parce que quand les choses ne se sont pas faites de façon méthodique, et on le fait avec orgueil, le cœur, et pas l'esprit, la raison, difficilement vous pouvez poser des choses durables. Nous avons besoin d'une révolution, c'est vrai, mais pas d'une révolution spontanée, d'une révolution qui crie quelques jours et puis ça disparaît. Non. Nous avons besoin de poser les jalons, véritables jalons, d'un développement de notre continent, dans un système mondial aujourd'hui qui nous impose de revoir notre façon de voir les choses. Nous allons partir, que nous veuillons ou non, vers un nouvel ordre mondial, c'est sûr. Ce désordre qui est créé maintenant va nous donner un nouvel ordre mondial, parce qu'après chaque désordre mondial, il y a un nouvel ordre mondial qui va s'installer. Et dans ça, quelles sont nos marques, nous? Moi, j'observe nos dirigeants. Je vois notre élite. J'écoute ce qu'ils disent sur les plateaux. Je vois ce qui s'agite, qui défendent l'Afrique ou qui sont contre l'Afrique. Je pense réellement qu'aujourd'hui, la situation mondiale, la marche mondiale doit nous imposer une approche un peu plus originale. Voilà. Ce n'est pas en rejetant tout le monde, en disant qu'on est avec personne. Non, ce n'est pas avec ça. Vous conseillez juste de savoir trier, c'est ça? Savoir, être pragmatique. Savoir, aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on observe, à travers le monde aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie, c'est terminé. Toutes les doctrines qui ont eu à gérer le monde là sont aujourd'hui caduques. Ça n'existe plus. Il n'y a plus du capitalisme, il n'y a plus du socialisme, il n'y a plus... Non, tout ça là, c'est terminé. Imam Dicko, vous avez été acteur du changement au Mali. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, sans balai. Ben écoute, nous sommes en marche. Dans un changement, il y a tout ça. Il ne faut pas se précipiter. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous avons cherché le changement et qu'il y a des problèmes qu'on pense que, bon, c'est les problèmes qui vont démarrer. Non. Chaque fois que vous posez un acte, il y a un problème, ben vous êtes là pour chercher aussi une solution à ce problème. Je pense réellement que le changement était nécessaire. Et nous l'avons fait, ce changement. C'est réel. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous proposiez un changement que vous avez fini par obtenir, s'il faut le dire? Ce qui n'a pas marché, c'était la gouvernance. Vous savez, celui qui était là était un frère et un ami. Vous êtes quelque peu gêné par le mode de gouvernance. Bien sûr. Tout le problème que l'Afrique a aujourd'hui, et voire même le monde, c'est un problème de gouvernance. C'est pour cela que je parlais de la gouvernance mondiale, dans laquelle il y a tellement d'inégalités, d'injustices. Et c'est ce qui se reflète aussi dans notre continent. La gouvernance est une gouvernance catastrophique dans tous les pays du continent, ça il faut le dire. Les gens s'agitent, tout le monde cherche à améliorer un tout petit peu, tant bien que mal. C'est bien qu'on cherche à améliorer, qu'on cherche à faire quelque chose. Mais tous ces problèmes auxquels on est en train de faire face aujourd'hui sont en réalité le résultat d'une gouvernance. Chaque fois que moi depuis que j'étais président du Haut Conseil islamique, et où les crises ont commencé dans notre pays, chaque fois que je reçois une délégation, que ce soit l'Union européenne, les Nations Unies, les autres, chaque fois que je reçois une délégation, la première des choses que je leur dis, les crises que nous avions sont d'abord des crises vraiment de gouvernance. C'est des problèmes de gouvernance. Nos gouvernants ont des problèmes. C'est des trucs conjoncturels qu'on fait. On essaie de s'adapter à ce que les autres disent. On copie des modèles qui ne sont pas adaptés aux réalités du terrain, c'est ça? Non seulement ce n'est pas adapté, mais ce n'est pas bien. Le modèle, là, ça n'appartient à personne. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont complexés pour penser que les modèles appartiennent. Non, les modèles n'appartiennent à personne. Ça appartient à l'humanité. Ça appartient à ceux qui savent l'adapter à leur situation. Qu'est-ce qui fait la difficulté de l'Afrique de l'Ouest à s'adapter à ce modèle-là? Donc on assiste à des coups d'État et au lendemain des coups d'État à des désillusions.
Il faut C'est-à-dire pas. les nouvelles autorités viennent avec des déclarations fortes, des promesses, comme quoi elles ont la possibilité de changer, d'améliorer la situation des populations, mais après un trimestre ou deux, naturellement, tout le monde ramasse ses illusions. Mais c'est parce qu'on fait croire aux gens que c'est nous qui pouvons. Les responsables disent que c'est eux qui vont changer. Non, c'est pas eux. C'est le peuple qui va changer. C'est avec le peuple qu'il faut le faire. Il ne faut pas vendre des illusions au peuple. Je vais venir, je vais vous faire ceci, je vais faire... Tu le fais avec quoi? Mais sans le peuple, c'est le peuple qui t'a élu, c'est le peuple qui fait, ce n'est pas toi. Mais c'est pour cela que les gens, ils sont désenchantés, parce que quand quelqu'un vient, il vous dit, bon, je veux faire le Bénin, je veux le transformer en chose, en moins... Et puis tu crois en cela, il vient... un an, 2 ans, ça n'a pas transformé. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas, lui. Il ne peut pas. Mais dès qu'il va commencer, il y a d'autres sons de cloche aussi qui se lèvent. Voilà, il vous a promis monts et merveilles, il n'a rien fait. Hey, venez, c'est moi qui est bien, lui il est mauvais. On est dans ça. D'accord. Et avec ça, on ne peut pas aller. Est-ce que vous pensez, Imam, très rapidement, que les autorités ou les dirigeants sont à l'écoute de ceux qu'ils gouvernent? C'est pour cela que quand j'ai écouté ici, on m'a dit, ça a été dit à ma présence qu'il y a quelqu'un qui écoute beaucoup. J'ai été très enchanté. Moi, j'aime les gens qui écoutent. Parce que pour comprendre, il faut écouter. Il faut écouter. Donc, quand on qualifie quelqu'un, on me dit qu'il écoute, je pense que c'est une bonne chose. C'est au moins un début. Et on doit écouter. Écouter, ça veut dire qu'on est préoccupé de savoir ce que l'autre la pense. Et ce qu'ils veulent, ce qui le préoccupe. C'est en l'écoutant qu'on peut savoir tout cela. C'est pour cela que quand un dirigeant écoute, je trouve que c'est déjà un début. D'accord. Voilà. De votre regard d'observateur, qu'est-ce que vous pensez du Bénin, de la méthode de gouvernance imprimée au Bénin ces 6 dernières années? Écoutez, je ne connais pas le Bénin, je ne connais pas la situation du Bénin. Il m'est difficile de donner aujourd'hui une opinion par rapport à ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est des propos qui ont été tenus en ma présence lors de l'installation du bureau. Et que vous pensez qu'il faut que ça puisse faire école dans la sous-région, voilà, c'est-à-dire avoir des autorités qui écoutent. Je dis bien que si tel est le cas, ce qui a été dit, que le président, il écoute beaucoup, il parle peu, mais il agit, je dis, mais ça, nous avons besoin de cela. J'ai écouté aussi, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a donné une information là-bas qui m'a beaucoup émerveillé, que j'ai voulu partager avec certaines gens. J'ai déjà commencé à parler avec des responsables, avec des gens au Mali et ailleurs où j'ai rencontré des gens, parce que j'ai trouvé l'idée intéressante. Lors de mon passage ici, on m'a dit qu'au Bénin, il y a un haut commissariat rattaché à la présidence qui s'occupe des éleveurs. De la sédentarisation des éleveurs. Mais je trouvais l'idée géniale. Et l'idée est très intéressante. Parce que le problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la sous-région, ça fait partie. Et ça doit être un début de solution. Les problèmes sécuritaires sur le continent. Le problème sécuritaire. Parce que le problème d'abord des éleveurs, il ne faut pas le voir et le minimiser comme ça. C'est un problème si on n'y prend pas garde et qu'on trouve une solution durable à ce problème. À long terme, ça peut nous rattraper et déstabiliser, pas seulement la sous-région, mais toute l'Afrique. Vous saviez, moi je viens du Mali, qui est un pays du Sahel, et du Mali, au Mali, je viens du nord du Mali, la région de Tombouctou. Donc, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, la dégradation de l'écosystème est en train de créer une situation dans le Sahel en général et au Mali en particulier, c'est que le nord est en train de se vider. Parce que, peuplé par des pasteurs, des gens qui ont des animaux, qui sont obligés souvent de se lever pour aller chercher là où ces animaux-là doivent manger, doivent vivre. Ça crée une situation où aujourd'hui, il y a une forte pression sur le sud. Le nord est en train de se dégager. Le cheptel du Mali, peut-être le tiers ou la moitié aujourd'hui, se trouve dans un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina, comme le Ghana, et voire même peut-être au Bénin.
Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils sont obligés de partir. Alors, donc, c'est une population qui est là, qui finalement n'a pas de statut, les enfants n'ont pas d'acte de naissance. Ils n'ont pas droit à aller à l'école. Ils sont là en brousse. C'est là-bas qu'ils doivent vivre, parce que c'est des animaux qu'ils ont, qui ne peuvent pas vivre en ville. Donc, ils deviennent, eux, des proies faciles, des cibles faciles à atteindre. Alors aujourd'hui, il y a ces problèmes dans ce djihadisme-là, qui n'est pas seulement idéologique, mais qui est aussi un problème social, un problème de société qu'on n'est pas en train de bien gérer. D'accord, mais il y a une forte communauté, n'est-ce pas, qui est visée souvent dans cette affaire, à tort ou à raison. C'est la communauté Peul, même d'abord les conflits entre éleveurs et agriculteurs, n'est-ce pas? C'est la communauté Peul qui est souvent indexée. Quelle est votre analyse? Mais la communauté Peul est indexée à tort, mais ça peut être expliqué par ces raisons que je suis en train de vous dire. Moi, je comprends que cette communauté, qui est une communauté qui vit du pastoralisme, qui ne peut pas rester sur place. C'est pour cela que je dis l'idée que j'ai écoutée ici. Cette idée de sédentariser les éleveurs, je pense que ça doit être approfondi. Vous savez, le premier qui a pensé à cette idée, c'est le souverain Peul, qui a été le fondateur du royaume théocratique du Massina. Le roi Sékou Amadou. C'est lui le premier qui a pensé que les éleveurs, parce que lui-même était éleveur, Peul, il a pensé que pour faire un royaume, pour faire un pays, il faut quand même se stabiliser. Il a commencé à faire ce travail-là. Mais après lui, je n'ai pas entendu quelqu'un, un responsable quiconque, qui a pensé à cette idée. C'est pour cela que quand je l'ai retrouvé, cette idée ici, ça m'a vraiment enchanté. J'ai dit, c'est quelque chose qui doit être expérimenté, qui doit être regardé. Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que j'ai dit. C'est toute une communauté. Au Mali, nous avons toute une communauté qui sont en train d'immigrer, qui quittent le nord vers le sud, qui deviennent des communautés flottantes qui n'ont pas de statut, qu'on n'arrive pas à... qui ne sont pas recensés, qui n'ont pas... les enfants n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas droit à l'école, ils n'ont pas droit à ceci, ils n'ont pas droit à cela. Donc, ils sont là. Il y a des problèmes aussi puisqu'ils viennent s'installer dans des endroits qui ne sont pas leurs endroits naturels. Ça fait tout un cocktail de problèmes. De problèmes. Donc, ils viennent, ils s'installent à côté d'un village, à côté d'un endroit, ils sont là pendant un moment. Le village a besoin de cultiver ces endroits, ils les chassent pour dire que non, il faut aller ailleurs, ici c'est nous. Ben, ils sont là en train d'errer en Afrique. Il faut trouver une solution à ça. Il faut chercher, réfléchir à cela. Et le djihadisme est venu révéler cette faille. Parce qu'aujourd'hui, pour le djihadisme, eux, ils sont des cibles faciles, des proies faciles, auxquelles on peut faire croire des choses. Une forme de lavage de cerveau. De lavage de cerveau. Et pour leur dire aussi que vous êtes victime vous-même d'une injustice de ces gouvernants qui sont là, qui ont besoin de vous seulement quand il faut faire justice soi-même. Soi-même. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, qui est inondé par les armements qui sont là, pour cela, j'ai dit quelque chose à Boycon quand je répondis. Je dis, en août dernier. Voilà, je dis, mais la responsabilité est partagée, bien que ce n'est pas justifié, le terrorisme, personne ne peut le justifier. Personne ne peut avoir le droit d'ôter la vie à quelqu'un parce que tout simplement tu n'es pas content de lui. Non. Mais on ne justifie pas le terrorisme. Mais on peut l'expliquer. D'accord. De votre position de leader religieux, n'est-ce pas, comment le message se transmet, n'est-ce pas, à l'endroit, je dirais, des fidèles? Parce qu'au-delà de la communauté Peul, il y a que c'est la religion musulmane qui est également visée. L'islam est visé puisqu'on entend que ces terroristes, avant d'égorger ou de tuer quelqu'un, disent Allahu Akbar, par exemple. Vous voyez, et puis ça crée une forme de stigmatisation aussi bien à l'endroit de la communauté Peul qu'à l'endroit de, je dirais, des fidèles musulmans. Oui, bien sûr. Et tout cela aujourd'hui doit être regardé avec beaucoup de responsabilité et voir réellement quel est le problème. Diagnostiquer le mal, connaître en profond les raisons. Notre jeunesse, c'est ce que je dis. Quand un jour quelqu'un m'a parlé de Boko Haram,
J'ai dit, mais les gens au Nigeria doivent se poser des questions. Nous, en Afrique, on doit se poser des questions. Pourquoi nos enfants, qui sont nos enfants à nous, se transforment je sais pas, se transforment en quoi? En diable que personne ne peut contrôler, en monstre incontrôlable. Ils sont nos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a failli? Pourquoi nos enfants n'ont trouvé d'autres formes d'expression que de se transformer en monstre qui devient incontrôlable, à qui personne ne peut parler? Pourquoi? Il y a quand même des raisons. Et ces raisons-là, il faut les chercher, il faut avoir le courage de le chercher. C'est pour cela que j'ai demandé à ce qu'on parle avec ces jeunes gens, qu'on dialogue avec ces jeunes gens. Parce que quand je l'ai dit, les gens ont dit non, lui-même, il a peut-être telle idéologie, son approche, il veut vraiment qu'on leur parle, qu'on négocie avec eux. Non, il faut dialoguer. Parce que si vous ne parlez pas avec quelqu'un, vous ne pouvez même pas le situer. Savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il est, d'où est-ce qu'il veut aller, avant de parler de négociation. Est-ce que l'Afrique n'est pas malade du fait que les réformes sont mal pensées? Parce qu'aujourd'hui, pour prendre le cas du Mali, par exemple, où il y a eu ce soulèvement, aujourd'hui, on voit ce que c'est devenu. Ben, il ne faut pas trop s'alarmer. Il y a un problème pour le moment, mais il n'est pas dit que tout est perdu. Moi, j'ai de l'espoir que... La situation est sous contrôle, selon vous? Ben, sous contrôle, pas sous contrôle, je ne sais pas. Mais je suis optimiste. Je pense que on peut trébucher, on peut avoir des trucs, mais on finira par se relever. On ne parle là que du Mali, il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée, pour ne pas dire également le Tchad avec un système un peu voilé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que les modes de gouvernance en Afrique soient des modes acceptés de tous et que cette jeunesse dont vous parlez tantôt comprenne vraiment le message de leurs dirigeants? Ben, il faut que les dirigeants aussi soient des dirigeants honnêtes. Le message ne soit pas des messages populistes ou des messages tout simplement pour gagner des élections. Mais vous savez, nous avons des hommes politiques, mais nous n'avons pas des hommes d'État. C'est le problème que nous avions. L'homme politique, son souci, c'est d'être élu ou réélu. Ça, c'est son problème. C'est pas l'homme d'État. Sans oublier ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir aussi. Voilà. L'homme d'État, c'est celui qui pose des jalons pour les générations futures. Ça, c'est des hommes d'État. Et malheureusement, en Afrique, nous avons des hommes politiques. Leur problème, c'est le mandat. Comment je serai élu? Comment je serai réélu? Ben, si je ne suis pas élu. Ou réélu. Voilà, réélu jusqu'à la fin du temps. C'est ça ou rien. Et si je ne suis pas dans ça, il faut que tout se coule. C'est ça mon problème. Non. L'Afrique a besoin, le continent a besoin qu'on y pense autrement. Voilà. On n'est pas là seulement pour... Non. Une question directe, Imam. Quelle fierté vous tirez-vous aujourd'hui de la situation au Mali? Ben écoutez, fierté ou pas fier, est-ce que je peux être fier même quand je marche sur l'or au Mali et que le reste de l'Afrique dans la misère? On ne peut pas parler de fierté aujourd'hui. Non. Si le Mali marche, je marche sur l'or au Mali, et que le reste de l'Afrique, les gens sont dans la misère, je ne peux pas être fier. Et pas seulement l'Afrique, et même l'humanité. Les hommes. Parce que tous les hommes sont mes frères. Tous les hommes sont mes frères. Moi, je ne vois pas la chose en termes seulement du Mali ou de l'Afrique, mais de l'humanité, de l'homme que Dieu a créé, que Dieu a honoré. Cet homme qui subit aujourd'hui ce qui se passe par la force, par la faute des autres hommes. Ce qu'on invente aujourd'hui, les armements de destruction massive, ce n'est pas contre les fauves. Non, c'est contre les hommes. Et c'est l'homme qui prépare ça. On est en train de nous armer partout parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Les marchands d'armes ne peuvent pas être les promotions de la paix. Disons, ne peuvent pas être les promoteurs de la paix. Ce n'est pas possible. Un marchand d'armes, son boulot, c'est de vendre l'arme. Vous pensez que lui, il peut être le promoteur de la paix? Non.
C'est pas possible. Et puisque ça va tuer son commerce. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Imam Soudou, sur ce volet sécuritaire, n'est-ce pas, vous parlez de ce qu'il faut communiquer, il faut, je dirais, dialoguer avec la jeunesse, peut-être parce que le manque d'informations pose problème et par conséquent, vous avez procédé, ma foi, au lancement d'une chaîne, ou la chaîne de télévision Fulfulde, où ce serait la langue Peul qui serait parlée. Quel est l'objectif visé à travers, je dirais, la mise en service de cette chaîne de télévision? Encore une fois, permettez-moi de remercier mon frère et cadet, l'honorable Issa Salifou. De le remercier, très sincèrement. Parce que cette invitation pour venir à Boycon a été pour moi une découverte. Ça m'a donné une inspiration pour penser qu'il y a quelque chose qui manque et il faut trouver ça. J'ai fait un centre au Mali, à Bamako, qui s'appelle Centre de l'imam Diko pour la paix et le vivre ensemble dans les pays du Sahel. Mon objectif, c'est de vraiment contribuer à trouver des solutions pour ces problèmes de la jeunesse et pour ce problème du djihadisme. Et dans ça, je n'ai pas pensé à l'époque à cet outil combien important qu'est la communication. C'est ça. Et quand je suis venu ici où je me suis retrouvé dans l'obligation de faire un discours en Peul, en parlant à cette communauté. Et quand le discours que j'ai mis, l'écho que ça a eu à travers le monde, à travers seulement les réseaux sociaux, m'ont permis de savoir qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il faut trouver. Et c'est avec ça que j'ai discuté avec le frère honorable Issa Salifou de la mise en place de cette chaîne. Et par la grâce de Dieu, le lancement a déjà eu lieu en Fulfulde, donc nous allons parler en Peul, s'adresser à cette jeunesse, engager aussi un débat doctrinal, parler avec eux, parce que nous avons besoin de ça, inviter des grands savants du monde musulman et qui parlent la langue Peul pour essayer vraiment de conscientiser la jeunesse, d'aller dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Comment est-ce qu'il faut, quel est le discours, quelle est l'approche qu'il faut faire maintenant à l'endroit de cette jeunesse? Je le dis bien, cette jeunesse, cette communauté subit une injustice terrible, ça il faut l'accepter, il faut le dire. C'est des gens qui errent. C'est pour cela que je l'ai dit quand j'ai écouté aussi cette idée qui consiste à sédentariser les éleveurs, cette fois-ci. Pas seulement la communauté Peul, mais les éleveurs. Les éleveurs de façon générale. De façon générale. Parce que le problème entre éleveurs et agriculteurs, si on n'y prend pas garde, ça va se poser. Donc, vraiment, j'ai compris que nous avons besoin d'un outil pour communiquer, pour parler, pour convaincre, pour orienter cette jeunesse. Et cet outil-là, par la grâce de Dieu, c'est la mise en voie de cet outil-là qui a été... Est-ce que, Imam, est-ce que vous ne craignez pas de ne pas pouvoir convaincre une jeunesse qui est déjà emballée? Aujourd'hui, la jeunesse ne veut pas travailler, mais veut gagner beaucoup d'argent. Voilà, une jeunesse déjà radicalisée, pour utiliser votre propre expression tout à l'heure. Oui, mais il faut faire la part des choses aussi. Une jeunesse urbaine et cette jeunesse aussi qui erre en brousse. Il y a une différence. C'est ça. Voilà. La jeunesse urbaine, effectivement, il y a un problème. Mais la jeunesse urbaine aussi est manipulée par qui? Qui leur a donné? En réalité, c'est les mêmes, c'est l'élite, c'est les hommes politiques, pour ne pas accuser. C'est eux qui ont fait comprendre à cette jeunesse qu'ils peuvent avoir de l'argent sans se fatiguer. Est-ce que, en clair, vous, en tant que leader religieux, est-ce que vous n'avez pas été trop silencieux aussi pour ne pas voir cette jeunesse partir à l'ombre? Et que vous ne craignez pas que votre réveil soit qualifié de réveil tardif? Moi, je me suis réveillé il y a très longtemps. Écoutez, on dirait que vous n'avez pas eu d'accompagnement nécessaire. Oui, vous n'avez pas été suivi. Vous êtes devenu, comme je dirais, le seul révolutionnaire qui n'a pas eu l'accompagnement des autres pour que votre révolution soit vraiment ancrée. Vous savez,
y a une réalité à laquelle il faut faire face et que j'accepte volontiers. D'abord, je suis un religieux. Si je n'étais pas un religieux, peut-être les gens allaient me déifier pour dire que... mais je suis un religieux et de surcroît musulman. Ça pose énormément de problèmes. Et le fait que je suis imam, ça gêne beaucoup de gens. Et ceux qui aujourd'hui font la promotion de la politique mondiale, et pour quelqu'un qui est musulman, imam de surcroît, soit à la tête d'une révolution, ça ne leur plaît pas. Il faut le dire. Si vous avez vu qu'après, immédiatement la révolution, quand le régime a chuté, moi j'ai pris mes distances. Voilà. Tout simplement pour ne pas créer de problème à mon pays. Les gens ont qualifié ça d'un vrai faux départ. Non, ce n'est pas un faux départ. Moi, je sais ce que je fais. Je suis un religieux, je suis un musulman. Aujourd'hui, les musulmans, de façon générale, sont stigmatisés. Et je suis un imam de surcroît. Quelqu'un qui est connu par ses prises de position, ils vont penser, bon, ça c'est notre Khomeini qui vient, il va faire une révolution islamique, bon, on va vraiment amener mon pays dans des problèmes. Je ne suis pas là pour créer des problèmes à mon pays. Est-ce qu'à la fin, votre retrait ne porte pas préjudice à la gestion actuelle du Mali? Puisque vous vous êtes retiré, vous n'êtes plus écouté, vous préférez attaquer par médias interposés. Est-ce que vous ne laissez pas de voir la situation pourrir dans votre pays, le Mali? Bon, vous savez, il y a toutes choses, quand même, des situations qu'il faut voir. Au tout début, si je m'étais impliqué avec beaucoup de force, ça allait peut-être donner aussi d'autres situations. Bon, avec tout ce qui est dans notre pays, comme djihadisme, comme je ne sais quoi, ou moi, même à tort, je suis accusé d'être un sympathisant. Alors, donc, il faut faire énormément attention pour ne pas créer et ajouter des problèmes aux problèmes auxquels on fait face, pour ne pas vraiment donner à cette jeunesse qui est là, qui cherche des solutions, leur donner encore plus de solutions, plus de problèmes, parce que moi je suis là, moi je deviens moi-même un problème pour eux, comment ils vont me gérer avec les Occidentaux, avec ceci, avec cela. Donc j'ai préféré vraiment me retirer. Je l'ai fait volontiers et je l'ai fait pour mon pays et pour l'Afrique. Est-ce que c'est un retrait sincère? Est-ce que vous vous consacrez vraiment à votre vie de religieux? Vraiment, ou de temps en temps des coups de fil, de temps en temps vous recevez des acteurs politiques avec qui vous échangez? Ben écoutez, je suis dans mon pays et tous ces gens qui sont là-bas, beaucoup, c'est mes enfants. Il y a quand même 40 ans que j'officie dans une mosquée. Certains acteurs n'étaient pas nés. Donc, les gens, et puis socialement au Mali, nous, on a beaucoup de relations, malgré tout. Et ces relations-là, malgré les crises, malgré tout, on continue vraiment à vivre ensemble en bonne intelligence, malgré les crises. Hein. D'accord. Alors, entre-temps, toujours dans votre engagement pour la démocratie au niveau du Mali, n'est-ce pas, il y a des critiques qui ont été formulées à votre encontre, qu'on a lu bien entendu sur les réseaux sociaux. On pense que vous vous êtes retiré, n'est-ce pas, parce que peut-être le fonds CFA est passé par là. Vous avez reçu de l'argent pour peut-être vous retirer, parce que c'est après, n'est-ce pas, avoir posé le diagnostic que vous vous retirez, sans même vous assurer que les réelles solutions seront trouvées face à ce que vous dénoncez par le passé. C'est vrai, c'est peut-être un peu précipité de se retirer, mais la situation était telle que moi, de mon point de vue, je peux me tromper parce que personne ne détient la réalité absolue. Je peux me tromper dans mes analyses, mais je me suis dit, en tout cas, qu'à l'époque, pour d'abord ne pas gêner aussi la classe politique. Je pensais que moi, je jouais ma partition. Il faut laisser maintenant les états-majors politiques gérer le reste. C'est leur rôle, c'est leur job, c'est eux qui doivent vraiment prendre le reste. Bon. Certains disent que vous avez fonctionné un peu comme pour dire tout le monde sauf Ibrahim Boubacar Keïta. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ibrahim Boubacar Keïta, je vous dis de passage que c'est un frère à moi. C'est un grand ami avec moi. On a partagé énormément de choses ensemble. Je prie vraiment pour le repos de son âme. C'est quelqu'un qui a un cœur d'or, qui aime bien faire. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais si ça n'a pas été le cas, pourquoi je dois lui le choisir, le privilégier au détriment de tout le peuple malien? Non.
C'est toujours les questions de gouvernance qui ont été, je dirais, la pomme de discorde entre vous. Absolument. La situation aujourd'hui au Mali, c'est que des localités continuent d'être saccagées. Le décompte est macabre, des morts se comptent, des familles qui sont en brousse. Est-ce que l'espoir suscité par les coups d'État ne s'estompe pas finalement? Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a des problèmes. Et c'est puisqu'il y a des problèmes qu'il faut chercher des solutions. Le monde, le jour où il n'y aura pas de problème, le monde va cesser d'exister. Il y aura toujours des problèmes, quelle que soit la situation. Mais je regrette vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays. Les morts qui se comptent, et puis tous ces problèmes-là, ça, c'est des choses qui ne sont jamais souhaitables. Mais, comme je le dis, l'espoir est permis. Qu'est-ce qui fait la difficulté des chefs d'État de la sous-région ouest-africaine, un peu comme le Bénin, le Mali et puis d'autres pays, à s'entendre pour lutter contre le terrorisme? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans leur milieu, je ne connais pas leur truc, il est difficile de les juger comme ça, pour dire que voilà leurs difficultés, voilà les raisons pour lesquelles ils ne sont pas... C'est difficile. Parce que pendant que le Bénin travaille à sédentariser les éleveurs, on peut-être que dans une même politique comme ça, d'autres pays qui sont attaqués peuvent travailler aussi de sorte que... Mais je crois, c'est pour cela que j'ai parlé de l'initiative, je pense que c'est une idée géniale, mais pourquoi ne pas... Qu'il faut multiplier et pérenniser dans la sous-région. Mais pourquoi ne pas poser ce problème au niveau même de la CEDEAO pour voir comment est-ce qu'il faut... donner une certaine envergure à cette idée dans le cadre de lutte contre le terrorisme, dans le cadre aussi de lutte contre la marginalisation des franges de population qui sont délaissées pour compte, qui deviennent des proies et des cibles faciles pour tous les vendeurs d'illusions. Je pense réellement que ça, c'est pour cela que j'ai trouvé l'idée très géniale qui mérite d'être approfondie par des gens qui sont avertis, qui savent. Parce que cette affaire-là, il faut savoir de quoi il s'agit. Mais il ne s'agit pas d'aller... Moi, je ne suis pas contre que les gens s'arment, qu'on paye des armements, qu'on donne... Mais les armements, si on les... On tue des personnes qu'on doit soi-même protéger et nourrir. Donc, c'est pour cela le problème, pour moi, est un problème très sérieux. Il faut le faire. Il faut avoir une armée, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un peu de lucidité pour étudier ces phénomènes, pour savoir le pourquoi, pour chercher les tenants et les aboutissants. Pourquoi tout cela? Et vous avez parlé de quelque chose que j'ai beaucoup aimé, cette jeunesse urbaine qui se radicalise. Mais c'est réel. Et dans toutes les capitales régionales, cette jeunesse se radicalise, se révolte. Parce qu'il y a un problème de gouvernance qui est là. Parce que tout simplement, les actes qu'on pose et ce qu'on promet à cette jeunesse et les réalités que le monde nous impose, il y a un problème. Donc, je suis vraiment d'accord que l'approche, la vision, la façon de faire soit aujourd'hui. Vous parlez de la jeunesse Peul, c'est vrai, avec la télévision qui a démarré. Mais il y a cette jeunesse aussi plus large qui aujourd'hui pense que l'Eldorado, c'est aller sérieux. On préfère perdre au risque de sa vie, embarquer dans des navires pour... C'est ça qu'il faut peut-être... C'est regrettable. Là également la gouvernance politique et économique. Mais vous voulez que ça soit quoi? Ceux qui sont les responsables qui doivent vraiment créer les conditions de maintenance de cette jeunesse. S'ils ne le créent pas et que cette jeunesse pense que chez lui il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'espoir, il doit... C'est le désespoir qui les amène à prendre tous ces risques. Mais tous ces risques pour aller ailleurs. C'est le désespoir parce que tout simplement on ne leur a pas fait comprendre. Parce que les richesses, ce n'est pas, c'est dans la tête des hommes. Nous, on n'est pas pauvres, nous sommes un continent qui a tout. Mais maintenant, quand quelqu'un n'est pas orienté, il n'est pas accompagné, mais ça ne suffit pas. Sa seule intelligence et sa seule façon de voir les choses ne suffisent pas pour qu'il sache que chez lui, il peut aussi développer quelque chose, il peut avoir quelque chose, qu'ailleurs, là où il va, c'est des hommes qui ont travaillé pour que là-bas soit ce qu'il y a. Ce n'est pas autre, ce n'est pas descendu du ciel. Et donc,
On peut changer. Et maintenant, quand il y a divorce entre l'élite et cette jeunesse, entre les responsables politiques qui promettent monts et merveilles à cette jeunesse, qui pervertit même pour cette jeunesse dans les réseaux sociaux, qui les manipule, qui leur donne de l'argent, qui leur donne facile. Alors, quand ça ne va pas, il y a un divorce entre cette jeunesse et l'élite, ben, la jeunesse ne pense qu'il faut aller voir ailleurs. Alors très rapidement, Imam Dicko, on a vu votre lecture des pays pris individuellement comme ça. Mais quand vous prenez la CEDEAO et l'Union africaine, cette conglomérat des chefs d'État africains, quelle est votre vision, votre lecture du fonctionnement de ces institutions sous-régionales? J'ai beaucoup de respect pour nos chefs d'État, beaucoup de respect aussi pour les institutions qui sont des institutions africaines. Pour moi, le respect pour l'Afrique me commande de respecter aussi les institutions africaines. Et l'Union africaine et tout cela. Mais je pense réellement que tout cela aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un autre regard, une autre approche, une façon de faire. Ce n'est pas encore ça, selon vous. Ce n'est pas encore cela, non, pas du tout. Quand on parle de la CEDEAO, Imam Dicko, il y a aussi la question de la limitation des mandats, qui est fait aujourd'hui débat. Ben, écoutez, il y en a qui pensent que dans les directives de la CEDEAO, il doit être inscrit noir sur blanc que oui, quand vous prenez le pouvoir dans un pays, vous devez pouvoir limiter vos mandats. Oui, bon, limiter ou pas limiter, le seul juge, c'est d'abord le peuple. Moi, je ne m'inscris pas pour dire qu'il faut nécessairement dire aux gens de limiter, de ne pas limiter. Ça, c'est le peuple qui doit faire ça. Oui, mais quand le peuple veut intervenir après, c'est des coups de force, et avec des morts, au besoin. Alors que quand on va dans les urnes, c'est direct, c'est pacifique, c'est démocratique et tout. Oui, bien sûr, mais les urnes aussi sont perverties. Ouais. Mais en réalité, au Mali, enfin, je ne peux pas dire en Afrique, je veux dire, mais les problèmes des urnes, ça pose problème. C'est pour cela que les élections sont contestées. Au Mali, ça a été le cas à un moment. Et dans beaucoup de pays, aujourd'hui, c'est le problème. Mais tu as même souvent la difficulté de faire... enfin, qu'est-ce que coup d'État, qu'est-ce que ne l'est pas. Civil, militaire, tu ne sais même plus. Parce que quand les élections sont truquées, quand des opposants sont malmenés, quand vraiment... personne n'a droit au chapitre et on s'impose comme on veut. Mais quelle est la différence entre ça et celui qui prend le fusil aussi pour s'imposer? Il y a vraiment un problème. Mais Herman posait une question où je vois un peu où il veut en venir. Vous amène, Imam, à nous faire comprendre, puisque tout à l'heure, dans une de vos déclarations, tout à l'heure, vous nous conduisez, n'est-ce pas, à finir progressivement avec la page des hommes politique, mais pour en venir aux hommes d'État. Est-ce qu'on peut être homme d'État lorsqu'on fait des promesses et qu'on ne respecte pas les tests? C'est-à-dire qu'on a 2 mandats constitutionnels. Après ces 2 mandats, on essaie d'épousseter les tests et très rapidement, on se proclame ou on se pose candidat. Et dans les rues, n'est-ce pas, quand le peuple veut réagir, disait Herman Niambossou, ce sont des morts, ce sont des drames alignés. Ce n'est pas des hommes d'État, c'est des hommes politiques, parce que ce qui les préoccupe, eux, c'est le pouvoir. Point. Ce n'est pas le sort de ces peuples-là qui est leur problème. Voilà, qui est leur problème. Quand je dis ça, c'est comme ça que moi je vois les choses, parce que celui qui est là, qui pense qu'il doit s'imposer par la force pour être là, et quand bien une partie du peuple n'est pas d'accord avec ça, et quand bien qu'il y a des règles qui ont été fixées, mais malgré tout cela, il faut changer ces règles-là et faire ce qu'on veut. Non. Mais il est là pour qui? Il est là pour qui? Comment on peut parler de démocratie dans ce sens? Non. C'est pour cela que je dis l'élite pose problème. D'accord. Alors, le temps passe vite, Imam Dicko, mais je m'en vais vous poser cette question, puisque dans la sous-région, c'est vrai, il y a des pays qui ne connaissent pas pour l'instant, n'est-ce pas, l'extrémisme violent, même s'ils sont tous tout de même inquiets. Qu'est-ce que vous proposez de façon concrète pour prévenir l'extrémisme violent au niveau des pays qui, pour l'instant, ne sont pas encore concernés? Vous savez, l'extrémisme violent n'est pas que religieux. C'est ça qui trompe les gens. Et souvent, c'est puisque
nos gouvernants ont failli que les gens basculent dans l'extrémisme. Et maintenant, l'extrémisme, là, ça peut conduire les gens même à intégrer. Vous pensez que les dirigeants, les politiques échouent, mais on condamne les religieux dans la question donc, de l'extrémisme violent. Mais bien sûr, parce que l'extrémisme violent, on fait même un procès à l'islam pour dire que l'islamisme violent, l'extrémisme est l'extrémisme. Voilà, le radicalisme est le radicalisme. Il y a le radicalisme politique, il y a l'extrémisme politique. Ce n'est pas religieux, ce n'est pas lié aux religieuses. Imam Dicko, rapidement, un mot, hein, on est au terme. Un mot sur la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les soldats. Écoute, je regrette vraiment qu'il y ait un truc entre deux frères, deux pays frères. Je pense que la raison va triompher et que nous trouverons une solution vraiment pacifique et honorable à cette situation. Votre mot de fin. Votre mot de conclusion. C'est d'abord vous remercier tout le peuple béninois, singulièrement mon frère et cadet, l'honorable Issa Salifou. Il faut vraiment le saluer pour cet acte combien important que je vois venir, parce que ça, je n'ai jamais pensé à cela. C'est grâce à lui, par la grâce de Dieu, que j'ai pensé à cette structure de communication dans nos différentes langues pour cibler la jeunesse aujourd'hui qui est prise en chasse par des vendeurs d'illusions. Et donc je le remercie beaucoup, je remercie tous vos téléspectateurs. Je demande pardon s'il y a eu abus de langage ou excès de langage, parce que ça peut arriver. Moi, je vous remercie bien. Merci, Imam Mahmoud Dicko. Moi, ce que je sais faire de mieux, c'est faire plier les gens. Absolument. Vous l'avez dit en 2020, dans une interview que vous avez accordée à France 24. Merci d'être passé sur Zone Franche. Merci bien. C'est pour cela que je garde toujours l'imam, parce que c'est ce que je suis. C'est ça. Imam Mahmoud Dicko. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va dire merci également à nos téléspectateurs. L'information qui continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.